Eh bien, bonjour à tout le monde. Bienvenue pour ce quatrième épisode, quatrième épisode de notre webinaire. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir. Je m'appelle Patricia Sansy-Ferré. Je suis la fondatrice de l'association Envie de Résilience. Et j'ai donc ce bonheur d'animer cette séquence aujourd'hui. Quelques petites règles d'usage en pratique classique. Donc, ce webinaire est enregistré puisqu'il y aura un replay. Donc, je vous invite à couper vos caméras et à ne laisser la caméra pour nos intervenants. Évidemment, les règles d'usage, on peut lever la main et on peut noter dans le chat, évidemment, les petites questions. Et on a Clémence en off qui est là pour répondre à vos questions techniques. Si vous souhaitez, nous, on a épinglé, entre guillemets, notre invité du jour parce que dans le cadre du replay, c'est elle qui sera en première loge. Mais si vous souhaitez modifier le visionnage, eh bien, cela vous appartient sur votre ordinateur. Donc, n'hésitez pas à le faire pour que ça corresponde le plus possible à vos envies. Nous nous retrouvons donc dans le cadre d'une ambition commune et d'un partenariat très fort avec AG2R, la mondiale et Envie de résilience pour rendre la résilience professionnelle en pratique pour tous partout et de se dire que faisons-nous de nos vulnérabilités quand elles sont dans le cadre du travail. Alors, ce n'est pas nécessairement des problématiques, des vulnérabilités du travail qui viennent dans nos vies ou des problématiques de vulnérabilité de nos vies qui vont dans le travail. C'est un grand ensemble. Qu'est-ce qui se passe quand on est ensemble dans le monde du travail et comment, de ces séquences qu'on vous propose depuis déjà fin novembre, on va concevoir un outil pratico-pratique qu'on aura l'occasion de vous présenter en fin d'année. Le programme, c'est de donner la parole à notre invité du jour. On aura une petite question classique et puis Marie-Laure, traditionnellement, nous fera une petite synthèse et puis on vous parlera de la suite. Sans plus attendre, eh bien, moi, je suis très, 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 très heureuse de t'accueillir, Boutena. J'ai aperçu que dans les participants, il y avait aussi Charlotte Fortuyn qui est co-auteure de cet ouvrage avec toi. Et donc, eh bien, je te propose de te laisser la parole pour pouvoir te présenter et dire un petit peu comment la résilience professionnelle peut être un levier stratégique pour le travail et la performance du futur ou pour le futur du travail. En tout cas, on va le définir ensemble, mais tu vas pouvoir en tout cas nous éclairer sur ces propos. C'est à Avec toi. grand plaisir. Merci à tous. Merci à vous de m'accueillir pour cet événement fort riche. Merci Hervé. Je connais quelques participants, donc je suis toujours ravie de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas dans le chat, j'y répondrai si j'ai le temps durant cette session. Alors, pour me présenter, je m'appelle Boutena Burkel, je suis dirigeante de The Helper et la co-auteure du livre Vulnérabilité. Donc, c'est Manager les vulnérabilités en pratique aux éditions d'Uno, sorti en mars 2025. On va dire que je suis aussi spécialiste des organisations sur le point de vue stratégique. Aujourd'hui, ma prise de parole va déjà vous interroger sur un premier élément. Qu'est-ce qu'on peut faire pour motiver, convaincre les dirigeants pour s'intéresser à la résilience professionnelle au-delà de la question morale et réglementaire? Et pour y répondre, c'est pour ça que je me suis intéressée à cette thématique quand Patricia me l'a proposée, c'est la question du levier stratégique. Et la stratégie, je le rappelle, c'est la question d'allocation des moyens et de ressources sur le long terme pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et par rapport à cela, ce qu'on a identifié dans le cadre de nos recherches au sein de The Helper, mais aussi dans le cadre des travaux pour le livre, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, vous le voyez vous-même dans votre quotidien, dans votre actu, sont confrontées au quotidien aux questions de crise, aux questions de vulnérabilité organisationnelle, environnementale, économique, sociale, juridique, pour plein de raisons, mais qui font qu'aujourd'hui, les entreprises sont
exposées à une fragilité conjoncturelle, mais aussi structurelle. Elle vient s'immiscer dans leurs éléments de performance, dans leurs éléments d'indépendance, donc on peut parler même de souveraineté. Elles vont s'immiscer même dans leur sécurité humaine, physique, technologique. Elles vont s'immiscer dans leur environnement politique, économique, social et écologique. Donc, plus que jamais, les entreprises vont être soumises à des pressions et à une hyperfracturation de leur environnement. Elles vont avoir à développer des ressources, des compétences, des capacités, des besoins liés à cette résilience organisationnelle collective. Sauf que comment on peut imaginer cette résilience collective si on ne s'intéresse pas à celle individuelle? Mais avant d'y aller, je vous invite à regarder, quand vous aurez l'occasion, un graphique qui s'intéresse, à la fragilité et robustesse, qui a été développé par un auteur qui s'appelle Taleb et qui avait identifié tro 4 grands moyens de survivre à des chocs. Le premier moyen, c'est, d'être intense, mais de casser. C'est une forme de fragilité. Le deuxième moyen, c'est d'être robuste, c'est-à-dire de tenir dans la durée, d'être stable, mais finalement de finir par tomber. Ensuite, le troisième moyen, c'est de s'adapter, mais finalement, on revient à une forme de situation, on va dire, pré-crise, donc on finit par revenir à l'avant. Mais lui, il a développé ce qu'on appelle la question de l'antifragilité. C'est comment face à un choc, on arrive à innover et à se développer, donc créer des opportunités d'antifragilité et de développement, on va dire, financier, mais aussi, humain pour l'entreprise. Et ce modèle-là, ce qu'on appelle antifragile, est très rare car il nécessite, on va dire, une transformation, du modèle et même de la manière avec laquelle les entreprises, les dirigeants vont devoir se projeter dans ce monde-là. Donc tout d'abord, anticiper les ressources, les zones d'incertitude, de fragilité, d'opportunité. On ne pense plus au plan stratégique, mais on pense aux ressources, aux zones d'incertitude sans tabou. Ensuite, on définit les options stratégiques, les pertes acceptables, les gains possibles et les alliés. Ça, c'est une manière complètement différente de ce que jusque-là les entreprises avaient accepté la gestion d'entreprise comme étant la norme. On va aller réaliser le minimum viable ou le prototype des actions défensives ou offensives par rapport à ses concurrents, par rapport à ses clients, par rapport à ses fournisseurs, pour avoir aussi une forme d'engagement des parties prenantes et un suivi dans la durée. C'est-à-dire que là, pour répondre aux crises, on répond dans l'urgence. Vous avez certainement en tête un exemple, pendant le covid. Vous avez des entreprises qui ont, et des institutions étatiques qui ont répondu de manière, rapide, qui ont trouvé des solutions, mais qui finalement, quelques mois plus tard, se sont soit écroulées complètement, soit ont réussi à tenir, mais sont revenues à l'état d'avant, soit ont réussi à créer des opportunités dans la durée. Et ça, c'était quelque chose d'assez rare. Et pour cela, la question qui se pose, c'est comment on repense l'organisation pour les dirigeants. Mais pas que pour les dirigeants, même pour, on va dire, les managers de proximité, les travailleurs, au niveau 1, 2, 3, peu importe la hiérarchie. La question, c'est quelle est la place, de l'organisation dans cet environnement qui bouge beaucoup et quelle est la place de l'individu dans cette organisation? Et c'est là où le modèle antifragilité amène à réfléchir, l'organisation comme la résilience organisationnelle par la flexibilité, la simplification, ce qu'on appelle l'amplification, c'est-à-dire comme ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire que vous vous réunissez pour amplifier le message, que vous portez, au sein de la G2R, mais aussi au sein d'Envie de résilience, au sein de vos écosystèmes, mais aussi en dehors de l'écosystème. Vous n'êtes plus dans une vision qui est,
renfermé, mais vous êtes dans l'amplification. Et votre projet va jusqu'à la question de transformer la vision de la résilience professionnelle. Donc si on calque ce modèle-là, repenser l'organisation va aller dans la manière avec laquelle on va penser les individus, mais aussi les organisations qui sont autour de nous. On n'est plus enfermé sur nous-mêmes. Merci pour avoir passé cette slide-là, c'est parfait. Effectivement, pour arriver à cela, cela nous amène à repenser les environnements de travail. On ne peut pas arriver ni à amplifier, ni à simplifier, ni à flexibiliser si on ne pense pas les environnements de travail différemment. Et cela va toucher donc la culture d'entreprise, l'organisation, les process, les compétences. On ne peut pas considérer, on va dire, la résilience d'une organisation, souhaiter qu'elle soit antifragile, vouloir qu'elle tienne au choc, sans pour autant revoir la question de la sécurité psychologique de l'entreprise, la question du contrat même psychologique entre les personnes et leur employeur, la question même de la rigidité bureaucratique de certains process, certaines compétences qui peuvent sembler dépassées ou bien pas valorisées, et une culture, on va dire, qui est défavorable pour l'échec, qui ne laisse pas le pouvoir d'agir et qui n'encourage pas l'autonomie et la prise d'initiative. Donc ces éléments-là, pour repenser l'environnement de travail, c'est effectivement un levier pour développer la résilience professionnelle et qui peut aider les dirigeants à repenser leur manière avec laquelle ils vont se projeter par rapport à cette résilience professionnelle individuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté aussi dans le livre, c'est que parfois les dirigeants ont du mal à comprendre comment ils peuvent construire une organisation durable, adaptée aux besoins de leurs individus et de leurs individus qui composent cette organisation et qui ont du mal à comprendre ce que veut dire même, on va dire la question de la fragilité, de la vulnérabilité en entreprise. Et c'est pour ça que je vous invite donc à rentrer, on va dire, dans la question de la définition. Je veux bien la slide suivante. Patricia ou Clémence, merci. Donc pour renforcer la question de la résilience professionnelle, la question c'est d'arriver à accepter, à sortir du paradigme, du déni, de la peur, du tabou, et d'arriver à affronter la réalité, non seulement des individus, des collègues, de nous-mêmes, quand on travaille, mais aussi, on va dire de l'organisation dans laquelle, on bâtit ce futur-là. Et pour ça, on rappelle quelque chose dans le livre, c'est, il y a autant de situations de vulnérabilité spécifiques que de personnes. Mais pour autant, on peut déjà modéliser une forme de compréhension de ce que veut dire la vulnérabilité en partant, on va dire, la gestion des risques ou même de la vulnérabilité, on va dire, de certains écosystèmes. Donc ce qui nous permet d'identifier que la vulnérabilité, elle est déclenchée par un événement, une situation de vie, un état, quelque chose qui fait qu'il y a un événement qui va, on va dire, enclencher cette exposition à la vulnérabilité. Il va y avoir des dommages causés par cet événement et c'est ce qui va potentiellement créer, heu, des fragilités si, on va dire, la personne n'a pas les ressources internes, donc c'est le point 3, et les ressources externes, c'est-à-dire la capacité, de l'environnement à l'aider à affronter, cet événement, qu'elle vit, qu'elle traverse ou l'expérience, particulière. Hem et cela va se confronter aussi avec la perception des fragilités de l'individu, de l'individu lui-même, de ses collègues, mais aussi de manière générale de la société. Je vais prendre un exemple, il y a quelques jours, j'ai été invitée sur le plateau de BFM Business pour venir intervenir sur la question, des seniors. Et les seniors au travail aujourd'hui, c'est devenu une question d'époque pour pas mal de raisons. La première raison pour laquelle, c'est devenu un incontournable pour les entreprises, c'est qu'il y a une courbe démographique.
C'est-à-dire que, factuellement, les entreprises vont avoir, une tension en recrutement, pour aller chercher les plus jeunes, si elles le souhaitaient, en faisant une forme de discrimination par l'âge. Donc elles sont amenées à repenser, leur rapport, on va dire, au recrutement des seniors. Et en même temps, il y a une question, naturelle qui peut se poser, c'est la question de la santé des seniors. Est-ce que, l'entreprise est prête à faire des adaptations liées à la question de l'usure professionnelle, liées à la question, de la prévention de santé même, de ses salariés? Pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions, mais aussi encourager, développer, les personnes à, avoir, on va dire, une carrière. On parle de seniors à partir de 45 ans malheureusement, mais à avoir une carrière au-delà des 64 ans, si la personne le souhaite, si elle en a l'ambition. Oui, je vois, quelques réactions et je les comprends et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a, aujourd'hui des projets de loi qui sont en discussion sur les questions de contrat de seniors. Je referme la parenthèse, mais effectivement, la question qui va se poser pour l'entreprise, c'est d'avoir une anticipation, des ressources nécessaires, que, l'entreprise va avoir à développer en vue, de préserver, les individus et prévenir les fragilités. Rappelons là encore, même si, heu, j'ai promis de m'écarter de la question morale, et de la question réglementaire, que l'employeur garde une responsabilité, vis-à-vis de son employé concernant sa santé et sa sécurité. Heu, on peut avancer. Merci. Et pour arriver à ces ressources, la question, c'est d'arriver à repenser, les acteurs clés, qui composent cette organisation et qui vont construire ce levier stratégique pour l'entreprise, qui vont construire, on va dire, un futur désirable pour les individus dans le cadre, de leur rentrée professionnelle dans le cadre de cette organisation. Pour repenser ces rôles-là, nous invitons, nous, toujours les, les acteurs clés, de ces organisations à réfléchir cette résilience professionnelle, car il n'est pas une question ce n'est pas une question seulement, de on va dire, d'ambition, c'est aussi une question de gouvernance. D'une gouvernance stratégique, donc c'est là où on pose la question, des dirigeants, d'une, gouvernance managériale, donc avec toute la ligne de management de proximité, d'une gouvernance entre responsables RH, donc toute la question juridique, du contrat, mais aussi de l'écosystème social, donc tout le dialogue social qui doit se mettre en place, avec le salarié concerné et ces questions de rôle-là et de dialogue et même de construction interdépendante sur la trajectoire de la personne est malheureusement quelque chose de particulièrement difficile à mettre en place et pourtant elle est incontournable. Je m'explique. Le 1er élément du rôle de dirigeant, c'est qui finalement va porter la question de la résilience professionnelle, dans les organisations? Généralement, on va penser au DRH. Sauf que le DRH, va avoir une vision de protection, heu, du du risque juridique de l'entreprise, par rapport aux salariés, donc par rapport au rôle santé et sécurité, mais aussi par rapport à des questions, de fautes graves, si jamais la personne est en difficulté, si jamais, il y a une nid d'adaptation. Donc il y a une question vraiment de pérennité de l'entreprise. Mais qui porte ça? Avec quel indicateur? Ce qu'on a observé ces derniers mois, ce que je continue à documenter, c'est que malheureusement au COMEX, il y a très peu d'indicateurs de pilotage portés sur la question, des individus, de leur santé et sécurité et même de leur développement. Et c'est là où la question c'est: quels sont les indicateurs liés à une stratégie, de résilience ou même, de projection?
des individus dans l'entreprise, généralement, on peut utiliser, par exemple, le taux d'absentéisme. Mais on peut aussi utiliser le taux de turnover, les départs. On peut aussi utiliser, le taux de satisfaction des personnes. Mais il reste qu'on ne mesure pas de manière assez fine, l'anticipation, de ces éléments-là. Et qui va prendre, on va dire, le lead, de manière, concrète, sur le sujet-là, au-delà du DRH? Normalement, on va dire le dirigeant, porteur du COMEX ou alors, les, directeurs métiers qui vont avoir, un rôle très fort car ils sont en lien direct avec la ligne managériale. Et là, le deuxième élément, au-delà des indicateurs et de la gouvernance au niveau COMEX, c'est toute la question, de l'efficience même, du dialogue social. Donc comment on arrive à construire des accords sociaux, des accords liés, par exemple, j'ai nommé tout à l'heure, la question de la seniorité, mais on peut avoir la question, du retour à l'emploi après, un cancer. Il peut y avoir la question, je vais vous donner un exemple aujourd'hui qui est malheureusement pas assez adressé. C'est la question de la résilience professionnelle avec l'arrivée de l'IA dans certaines entreprises. Comment on va anticiper, proposer, des formations adaptées, des mobilités, des transformations de métiers, repenser l'organisation pour que, l'arrivée technologique forte d'un outil ne disrupte pas et ne mette pas en difficulté les carrières des personnes. Et ces éléments-là, vont nous amener aussi à, je regarde pour la slide suivante, c'est pour ça, à analyser les impacts. Et ces impacts-là, sont, ce qu'on appelle, nous, une roue de l'impact, ce que vous pouvez retrouver dans le livre si vous souhaitez aller plus loin. C'est d'arriver à analyser pour chaque salarié, donc c'est pour ça que je reviens par rapport à la gouvernance, d'arriver à identifier les éléments d'impact par rapport à sa vulnérabilité, par rapport à ses zones de fragilité, par rapport aux dommages potentiels qu'on peut anticiper, car une discussion franche et un engagement réciproque se construisent dans la durée. On ne peut pas, avoir un on va dire une projection, sur et une anticipation sur les éléments de résilience professionnelle si on n'arrive pas à avoir c'est une forme de ce qu'on appelle un contrat, moral, psychologique, équitable entre le salarié et son employeur, mais aussi vis-à-vis, des autres collègues. Heu, je sais qu'en Vie de résilience, mais aussi AG2R Mondial, vous êtes particulièrement investis sur la question du lien social et ces éléments-là, d'avoir une forme de discussion franche entre les parties prenantes, et d'avoir, on va dire, ces éléments d'analyse, sur la durée, permettent d'avoir, une prévention par rapport à l'apparition des conflits. Parce que ça aussi, c'est un autre tabou sur la question de la résilience professionnelle, c'est qu'il y a des conflits qui peuvent apparaître pour le salarié qui peut considérer qu'il est injustement traité, pour les collègues qui peuvent considérer que c'est une forme de favoritisme, pour le manager qui se retrouve à gérer, on va dire, les impacts de son collègue. Donc il y a une forme d'accord qui doit se préparer, s'anticiper et se projeter dans la durée pour arriver à ce que, cela se construise de manière désirable pour l'ensemble des parties prenantes. On peut passer à la slide suivante. Je vais vite pour pouvoir, vous laisser poser vos questions et puis répondre. Donc ça, c'est le 2e point qui nous a fortement pris, du temps dans le livre. C'est la question de l'analyse des besoins. Donc il y a l'analyse des impacts, mais il y a l'analyse des besoins. Pourquoi est-ce que l'analyse des besoins, c'est ce qui permet de repositionner la sécurité psychologique, sur les besoins du salarié, mais aussi potentiellement les besoins de son écosystème. Donc les questions de besoins, c'est les besoins physiologiques, donc c'est tout ce qui est lié au plan financier,
donc de se sentir, en sécurité financièrement, logistiquement, administrativement. Pour le salarié, ça, c'est quelque chose d'important. Heu, une résilience professionnelle, bien pensée, c'est une résilience qui arrive à prévoir des risques, de décès, des risques liés à un chômage, des risques liés à une, on va dire, même une baisse, de temps de travail, et ces éléments-là peuvent, en ayant cette discussion franche, mais aussi une projection et une prévoyance, rassurer la personne sur sa propre, résilience, mais aussi, sur ses ressources disponibles. Besoin de sécurité, donc c'est la question de la situation du travail, de l'ergonomie du poste, de se sentir, bien, adapté par rapport à, ce qui est attendu, de ne pas avoir, on va dire, un décalage des attentes et une pression supplémentaire et la double peine, liée, au travail. Ces 2 éléments-là constituent des besoins à pourvoir au niveau organisationnel. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va avoir un rôle très fort, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'accords, de procédures, de compétences, de culture liées à ces éléments-là. Ensuite, il y a 2 autres besoins, si on schématise. Alors René, oui merci, besoin d'appartenance, besoin d'accomplissement. Ces 2 besoins sont liés plutôt à, ce qu'on va appeler un lien relationnel. Généralement, ces 2 besoins vont, reposer particulièrement sur les épaules, du manager, car il reste la figure représentative du relationnel et de ce que ça représente pour, les salariés. Mais, cela peut être lié aussi aux collègues, et cela peut ça se matérialiser par exemple, des groupes, de ressources, d'employés, ça peut se matérialiser par des associations, par le bénévolat, par, la participation à des projets, complémentaires, à la coopération. Ça peut se matérialiser dans, différents champs qui font que, hem, la personne en situation de vulnérabilité n'est plus vue comme une victime, n'est plus considérée non plus comme un quota, mais plutôt comme un atout. Et ça, c'est un élément qui est très fort et qui est, souvent occulté, dans les organisations. Si je dois prendre un peu, ces éléments-là que je viens de citer, pour les regrouper dans une seule slide. Si vraiment j'avais le choix entre une seule slide pour, vous résumer la question de la résilience professionnelle, heu, je dirais que la le plus dur pour les entreprises d'arriver à cette résilience professionnelle, c'est d'arriver à, la piloter au quotidien. C'est-à-dire que, au-delà, d'un recrutement en insertion, d'au-delà d'un quota, d'au-delà de voilà le jour 1, comment on arrive à garder une cohérence, garder de l'équité et garder de l'attention. Ces 3 éléments-là sont primordiaux pour tenir dans la durée, pour avoir une désirabilité, mais aussi, un écho pour les personnes et d'éviter, un cynisme ou un décalage entre les attentes. Alors, d'abord, la question de comprendre la crise pour le collaborateur, l'événement déclencheur, la vulnérabilité de la personne et sa perception en termes, de vécu. Soit en utilisant des signaux faibles, ce qui est très difficile, pour les managers, les dirigeants, car parfois on est pris par l'infobésité, on est pris par le quotidien, on est pris par l'urgence. On va utiliser plutôt des signaux forts. On va attendre, on va dire, malheureusement, qu'il y ait un élément, prégnant pour intervenir, et on va analyser les besoins spécifiques. On va comprendre ce qui se passe et aller évaluer les impacts. Et c'est ces impacts qui vont permettre, cette analyse d'impact, pardon, qui va permettre de solliciter, la mise en œuvre de dispositifs.
Alors, la délicatesse de ces éléments, de cet événement-là, de solliciter la mise en œuvre des dispositifs, c'est que la personne doit s'exprimer. Le salarié a besoin d'assertivité, même parfois de clairvoyance, car certains acteurs n'ont pas les éléments nécessaires, n'ont pas la connaissance et on peut avoir des goulots d'étranglement, par exemple pour des rendez-vous. Je vais citer la médecine du travail, les assistantes sociales. Donc, ça demande un effort de la part du salarié. C'est triste car c'est d'une certaine manière la double peine, mais c'est nécessaire pour pouvoir débloquer certaines situations. Car j'entends trop souvent les managers dire: «Oui, mais je ne savais pas qu'il avait besoin de ça». Ensuite, la question d'instaurer des points d'échange réguliers. Car les points d'échange, c'est ce que je réutilisais tout à l'heure, la question du lien, permet aussi d'adapter par rapport au temps. Car le plus difficile, dans la résilience professionnelle, c'est de s'adapter dans un monde qui est imprévisible. Pour la personne même qui vit, cette situation-là, elle ne connaît pas tous les tenants et aboutissants quand elle va déclencher, un dispositif RH en particulier. Elle va peut-être avoir à faire face à différents obstacles et c'est là où la question, des points d'échange réguliers, aussi chronophage que cela puisse paraître, c'est nécessaire pour pouvoir permettre cette résilience-là, cette antifragilité-là, pour pouvoir innover, interagir dans le temps et pouvoir trouver des solutions ensemble. Et cela génère ce qu'on appelle, un respect de cadre, car, il y a d'une certaine manière, il y a un contrat de co-responsabilité entre l'employeur et la personne concernée, mais aussi avec tout l'écosystème du travail et tous les collègues, qui, on va dire, gravitent autour et qui peuvent être des alliés, et d'adapter, on va dire, tout le process de contenu de ce travail, cette analyse-là, par de la flexibilité, de la charge de travail, de l'entraide, ce qui rejoint ce que je vous citais tout à l'heure comme étant les grands principes, de l'antifragilité des entreprises. Alors, dans le livre, on a pris le temps de cartographier quels sont les outils disponibles à la main, des entreprises pour pouvoir aider, les salariés d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue collectif. Et ces outils, ils sont variés, il y en a plusieurs et qui peuvent intervenir à différents niveaux, de l'entreprise. Et je me répète, parfois, mais c'est nécessaire. On peut avoir, un soutien collectif avec, des référents. Donc vous connaissez le principe référent handicap, santé mentale, ménopause, enfin tous les référents possibles, sexisme, harcèlement et qui peuvent exister et qui sont là pour répondre à des besoins spécifiques. Il peut y avoir, des représentants syndicaux, qui sont, on va dire, un pilier, de ce soutien-là. Des responsables RH quand ils sont disponibles, car parfois ils peuvent être dépassés par la charge de travail et eux-mêmes avoir besoin de ce soutien collectif. Des managers experts qui connaissent bien le sujet. Ça, c'est pour la partie collective avec, toute la partie organisationnelle, culturelle dont je vous ai parlé tout à l'heure, toute l'analyse de la charge de travail, tous les groupes de ressources qui peuvent être là pour répondre bénévolement à des besoins d'entraide et tous les éléments de pilotage, de KPI, de qualité managériale ou de label RSE, responsabilité sociale qui peuvent être intéressants. Et sur le plan individuel, il y a pléthore, heu, d'outils qui sont utilisés car souvent on va préférer utiliser de la, responsabilité du soutien individuel car ça peut sembler ce qu'il y a de plus naturel par rapport à la résilience, professionnelle. On peut avoir recours, à du coaching, à de l'accompagnement, par la formation, à du recrutement et du maintien, par, la réinsertion, par de la VAE, de la valorisation, de l'expérience, par, la mobilisation des acteurs de santé et de sécurité, par des préventeurs. On peut avoir aussi, de la conciergerie d'entreprise, ça c'est vraiment pour le niveau le plus fin,
de l'assistance sociale, du soutien financier, des dons de jour et tous ces éléments-là vont être, des dispositifs qui vont pouvoir être mobilisés pour accompagner les personnes, mais aussi, les collectifs et ce qu'on a remarqué malheureusement, c'est que les personnes ont relativement, heu, on va dire, peu l'occasion de mobiliser l'ensemble des dispositifs RH. D'une certaine manière, les responsables RH, déplorent, que des dispositifs ne soient pas assez utilisés et c'est là où la question de la culture, la question, de: «Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer?» La question même de la bureaucratie: «Est-ce que c'est trop lourd à déclencher?» Et sinon les personnes, laissent tomber. Est-ce que je ne vais pas être, mise à l'écart ou stigmatisée si je mobilise tel et tel dispositif? Donc il y a pas mal d'obstacles qui peuvent, heu, altérer, heu heu, la diffusion de ces dispositifs et la réussite, de ces dispositifs. Je suis d'accord avec Hervé, je dis entreprise de manière générale, ça n'a rien à voir avec le statut, juridique. Je peux remplacer, avec l'équivalent d'institution, d'établissement, ou avec, tout autre statut, en tout cas collectif, organisationnel, de manière générale. Maintenant, je laisse place à vos questions et je vous laisse, mon email et si vous avez besoin de me poser des questions, en direct ou en anonyme, ça serait avec grand plaisir que j'essayerai d'y répondre. Merci, merci beaucoup Boutena parce que tu nous as planté effectivement un décor stratégique et moi ce que j'apprécie aussi dans ce programme et tu es à l'image de ça, c'est de réussir à clarifier des situations qui paraissent nébuleuses et comme si le monde du travail était finalement un Everest en soi et qu'on pouvait rien y faire, notamment sur ces questions des vulnérabilités. Mais ce que tu lèves aussi, c'est effectivement comment on peut alléger effectivement la circulation de ces vulnérabilités et donc, on a un commentaire de Patricia qui nous dit que ça nécessite beaucoup d'empathie de la part des protagonistes et que ça lui semble fondamental que ça puisse être impulsé par ceux qui sont à la tête de l'organisation. Et ne sont-ils pas un modèle relationnel pour les collaborateurs et comment finalement la tête et le pied et les pieds se réunissent en fait? Je suis tout à fait d'accord avec cela, et c'est, la seule chose qu'on peut pas on peut pas on peut pas la prévoir. L'empathie, la relation, heu, c'est pas quelque chose de déterminant, ni de prévisible et c'est même l'une des rares choses que peut-être on va pas réussir à algorithmer, donc Heu, c'est pour ça que c'est une invitation à aller à la rencontre, des dirigeants. C'est aussi une invitation à, engager la conversation. Ce que je comprends moi aussi, c'est qu'à chaque fois que j'ai, tendu, le livre, heu, quel que soit le statut social de la personne, je finis par entendre une histoire et je répète souvent, depuis, que l'attention est une grâce. Et que parfois, on ne peut pas attendre que ce soit les autres qui nous l'accordent et que c'est à nous de l'accorder. Hem et que oui, en accordant l'attention, on peut être rejeté. Je le vis aussi, de manière, quotidienne, mais c'est une discipline, parce que c'est grâce à cela qu'on peut, mettre en miroir, des relations et que les dirigeants puissent s'apercevoir de certains éléments. Parce que oui, parfois il y a de la mauvaise foi, mais souvent c'est aussi de la bonne foi à ne pas savoir, parce que soit ils ne l'ont pas vécu, soit parce que leur, modèle de formation, c'est ce qu'on le voit aussi, le modèle de formation ne le permettait pas. Moi j'aime bien revenir à quelque chose, qu'on a oublié dans l'histoire française, mais j'aime bien rappeler, que le général de Gaulle a été confronté à la vulnérabilité, que Jacques Chirac aussi, Georges Pompidou aussi. Et que d'une certaine manière, heu, cela a peut-être infusé dans leur rapport, heu,
au monde du travail et certainement infusé dans leur, vision du monde. Et quand on rappelle ça, tout d'un coup, les personnes, se rappellent qu'il y a eu des grands hommes et des grandes femmes qui ont été confrontés à ces situations-là. On peut aussi citer, Winston Churchill, hein, ça pour les internationaux. Mais effectivement, quand tout d'un coup des dirigeants voient que leur figure, connue, et je peux même citer Steve Jobs qui a été confronté à une adoption, qui a été rejeté. Enfin, c'est une forme de vulnérabilité très forte et on l'oublie d'une certaine manière dans ces mondes-là, dans ces configurations-là, que la vulnérabilité, ne tient pas à on va dire au statut social. Oui, une observation aussi qui parle effectivement de bonne foi des parties prenantes, effectivement d'authenticité. Après, je pense on est en lien avec aussi ce qu'on a essayé de faire en montant ces quatre webinaires pour parler effectivement aussi de ce qui se passait, comprendre le concept, qu'est-ce qui se passe effectivement pour soi, comment on peut être là pour l'autre et comment on se rend bien compte que avec nos vulnérabilités qui sont à la fois individuelles, collectives, personnelles, professionnelles, quand on est dans un cadre de travail, elles sont là et qu'est-ce qu'on en fait et comment on intègre dans des modèles de développement aussi. Je pense qu'aucun chef d'entreprise ne peut avoir oublié effectivement l'épisode Covid et ce rideau qui tombe tout d'un coup. Bah, pour le coup, là aussi, la prédiction, il a bien fallu faire avec et en fait, on n'a pas pu se poser la question de faire autrement. Ouais. En fait, ce que j'ai constaté, c'est que malheureusement, on laisse, ces outils-là, ces analyses-là, ces analyses de travail, hein, on revient à de l'ergonomie du travail, de la psychodynamique, à de la clinique du travail, à des concepts et des champs, de disciplines qui existent depuis des années, hein, c'est pas nouveau, mais qui ont besoin en fait d'opérationnalisation dans la vie d'entreprise. Parce que finalement, on laisse ces champs-là aux spécialistes, mais qui ne vont pas à la rencontre. Moi, ce que j'ai malheureusement vu, c'est que très vite et j'ai parfois des désaccords avec mes pairs, c'est que c'est trop vi on va trop vite aller solliciter le médecin du travail. Alors le médecin du travail, il a une vocation qui est nécessaire. C'est un rôle prédominant. Sauf que premièrement, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui à prendre des rendez-vous. Deuxièmement, il ne connaît pas le travail de la personne. Il ne connaît pas ses ressources, il ne connaît pas ses besoins. Je parle de travail, je parle bien du travail en lui-même. Je ne parle pas de la partie biologique de la santé. Donc la question, c'est comment on arrive à joindre la perspective du médecin du travail avec la perspective du salarié qui est au travail et qui souhaite, qui est là, enfin, Mm. qui est dans son activité et d'arriver à opérationnaliser quelque chose, et pour que le manager ne soit pas démuni avec, soit le rien. On a eu des situations où en fait, le manager se retrouve avec, aucune recommandation ou alors, quelque chose de très rigide qui finalement met en difficulté même le salarié. Donc d'arriver à gérer cette projection et d'avoir même parce que le monde du travail n'aime pas une chose, l'imprévisibilité. C'est un monde qui aime le contrôle. Donc, c'est complètement, dissonant. On ne peut pas arriver à faire joindre ces 2 visions. Donc c'est là où chaque opérateur, chaque partie prenante, chacune de ces parties prenantes a un rôle à jouer et c'est pour ça que je disais la question de la coalition est plus que nécessaire. Et du coup, ça va avec le sens, effectivement. Et avant qu'on pose une petite question aux participants, justement, comment on peut imaginer faire vivre les choses? Une observation de Sophie qui nous dit, effectivement, bah, il y a cette notion, effectivement, de l'authenticité, en fait, et de l'alignement entre la personne et elle-même, qu'elle soit dans son vécu, qu'elle soit manager. Et c'est sûr qu'effectivement, cette dissonance n'est pas propice à un bon traitement, à une bonne considération effectivement de la vulnérabilité. Vous vous rappelez, on est là pour collecter des ressources parce que la résilience, c'est toujours ce processus avec effectivement qu'est-ce qui fait facteur de risque, qu'est-ce qui fait vulnérabilité et en face, qu'est-ce qui fait ressources. Alors, certains sont là depuis le début, certains sont passés aujourd'hui, certains sont dans le replay. On a toujours ce petit QR code qui normalement s'affiche à l'écran avec cette question en se demandant en fait avant de terminer cette séquence, quelles sont toutes nos idées pour promouvoir justement la résilience professionnelle
pour tous dans le monde du travail. Alors, je pense que Boutena et Charlotte qui est là aussi. Donc, Charlotte, si tu as envie aussi d'intervenir en complément, parce que c'est vrai qu'on a donné la tribune à Boutena, mais on aurait pu partager effectivement votre collaboration, n'hésite pas. Et en tout cas, donc, les uns et les autres, si vous souhaitez voilà, contribuer à cette question, comment, voilà, quelles sont vos idées pour pouvoir contribuer à faire en sorte que ces questions de vulnérabilité ne soient plus remisées dans des placards, sous des tapis, dans des poches, sous le bord de la route. Mais vraiment, voilà, donc ça, c'est ce travail de collecte qui va continuer et on aura l'occasion avec Marie-Laure après de vous dire comment ça va se passer pour la suite. Mais donc, ce QR code qui est là pour vous permettre effectivement de pouvoir partager. Je vois que vous êtes peut-être très affamé et que vous avez plutôt envie de manger, que vous manquez, que votre cerveau manque de bon oméga 3 pour pouvoir être créatif en la matière. Donc, quoi qu'il en soit, ces QR codes, ils vont rester disponibles, ils vont continuer à circuler et on retrouvera l'intégralité en fait des questions qu'on vous a posées depuis le début pour pouvoir continuer à collecter ces pièces de puzzle. Merci beaucoup, Boutena. Du coup, Marie-Laure, Marie-Laure, es-tu là? Je ne suis pas, je me suis pas sauvée dans ma cuisine, rassure-toi, Patricia. Tu aurais pu, puisque je sais que tu sais faire plusieurs choses en même temps. Oui, mais là, vu la richesse, étant donné la richesse de ce qui a été partagé, d'ailleurs, ça va être extrêmement difficile d'en faire une synthèse sans faire de contresens ou de répétition. Donc, c'est juste que je vais retenir quand même quelques éléments. C'est vrai que cette notion de modèle antifragile, bon, j'avoue que j'ai complètement découvert qu'il pouvait exister un modèle antifragile avec cette notion de flexibilité, d'amplification. Donc, je pense qu'effectivement, ça permet ça donne vraiment des clés, hein, qu'on soit collaborateur, manager, etc., de simplification, de transformation. Tu as cité aussi un certain nombre de leviers sur en fait, finalement, quel fondement on pouvait s'appuyer pour créer un climat en fait qui soit effectivement propice à la résilience. Les constats effectivement que parfois en entreprise, on a des indicateurs qui sont plus des indicateurs quantitatifs de chiffres, de budget, et malheureusement pas forcément des indicateurs sur des aspects humains, hein, comme quel est le taux finalement de personnes qui se sentent bien, finalement combien de personnes avez-vous qui sont à risque d'être vulnérables, et comment faire avec tout ça. Je l'ai trouvé extrêmement intéressant de redire ce qui avait déjà été exprimé dans un des webinaires, que le fait que on est tous vulnérables et que ça arrive à nos dirigeants, et que effectivement les dirigeants, parfois, quand ils ont été vulnérables, eh bien, ils sont plus performants, puisqu'ils créent soit une entreprise qui est plus résiliente elle-même et plus performante d'une manière globale, parce qu'elle tient davantage compte des individus. Tu as recité un certain nombre de ressources, qu'elles soient personnelles, collectives, et dans les mots-clés, je retiens cohérence, équité, attention, assertivité, et du côté, voilà, et la responsabilité de l'individu par rapport à tout ça. Il ne faut pas non plus attendre forcément qu'on ait un management absolument idéalisé ou une entreprise absolument idéalisée, puisque ça n'existe pas dans un monde VUCA, hein, où tout change en permanence. Donc, il faut soi-même avoir la vigilance de repérer ses propres signaux faibles et les signaux forts qu'on peut recevoir de son entourage, etc. Et pouvoir, de manière assertive, dire quand c'est une surcharge de travail, un poste non adapté, etc. Donc, sommes co-responsables finalement de cette résilience. C'est bien pour tous, un type, résilience professionnelle pour tous, par tous. On pourrait dire par tous et pour tous. On aurait peut-être oublié C'est un un joli mot finalement. slogan. C'est Voilà, un joli par tous slogan. et pour tous. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, puisque Et en tout cas, merci, parce que je pense que c'était très riche. Patricia, tu m'as dit quelle était la suite du programme. En fait, on va co-construire ça ensemble, mais avec en fait la participation de tous, justement, puisqu'il y a des outils qui sont partagés pour que chacun puisse donner ses ressources individuelles, partager des cas peut-être d'entreprise, partager des expériences, parce qu'on va se nourrir de tout ça. Donc, n'hésitez pas à aller sur les outils partagés. Je crois que le lien a dû être mis à un certain moment. Nous vous proposons aussi un petit questionnaire pour ce webinaire, je crois, il me semble, en scannant. Et nous enverrons un questionnaire aussi plus global sur les webinaires voilà, pour avoir un peu votre ressenti et nous d'être dans une écoute justement permanente des besoins
pour que ça soit de l'échange, comme ça t'est dit, exactement, pour être dans cette idée. Donc voilà, effectivement, merci Patricia de rappeler en fait les intervenants des précédents webinaires. Et donc il y a un outil qui sera conçu. Ça, c'est une surprise, puisque ça sera le résultat aussi de vos participations, cet outil surprise. Et ça sera dévoilé à une date qu'on n'a pas encore fixée. Et donc, vous en saurez plus dans les j'ai envie de dire prochaines semaines peut-être, ou prochains mois, selon Ouais. notre rapidité à réagir. Absolument. Merci vraiment à toi, Boutena. Merci au travail que tu fais au quotidien avec Charlotte. Moi, je suis très heureuse qu'on ait pu effectivement donner la parole à cette voie de la performance avec un triptyque économique, c'est une réalité. Sociétal, c'est un engagement et social, c'est une réalité, justement pour faire vivre et générer non pas de la fragilité, mais générer de la résilience, puisque c'est notre enjeu, puisque finalement la fragilité serait une vulnérabilité qui aurait mal tourné, puisqu'elle aurait été mal considérée, mal repérée. Donc, et je pense que l'ensemble de nos intervenants sur ces sessions ont été là pour nous dire, voilà, regardons-nous en fait, parlons-nous, écoutons-nous. De notre capacité à faire vivre une société, c'est de notre capacité à être en lien. Donc nous, on a la modeste prétention d'essayer de contribuer, de collecter le plus possible. Donc ces prochains jours, vous verrez traîner sur les LinkedIn des uns ou des autres un QR code unique où vous retrouverez tout. Comme ça, on pourra faire vivre le jukebox de la résilience, on pourra faire vivre les citations, les bouquins qui vont bien. Et je rappelle encore une fois, effectivement, cet ouvrage très pratico-pratique pour manager les vulnérabilités dans le monde du travail que vous avez co-construit. Le travail qui est fait par Noémie aussi sur la santé mentale, évidemment, des dirigeants et des autres, puisque en fait, nous sommes tous des acteurs du travail, nous sommes tous un maillage de cette chaîne de valeur. Et donc ça, c'est vraiment très, très important. Merci à toute l'équipe d'AG2R La Mondiale qui est derrière, et je vois Tristan qui apparaît. Donc c'est le bon moment pour te passer la parole et évidemment vous inviter chacun à prendre soin de vous, puis des vôtres. Je voulais en conclusion vous rassurer aussi sur le fait que si on est présent à G2R La Mondiale au titre de notre action sociale prévoyance, c'est bien pour relayer tous ces messages aussi vis-à-vis de nos entreprises clientes ou potentiellement clientes dans les branches professionnelles ou autres. Parce que oui, c'est pas toujours évident. Et c'est vrai qu'on cherche parfois des responsabilités ou des responsables, ligne managériale, RH, etc., professionnels du soin, on les a déjà tous évoqués. Mais voilà, on a les moyens, grâce à tout ce qui a été partagé dans ces 4 webinaires et en amont d'ailleurs dans un forum, puis ce qui va être travaillé dans les livrables, d'en faire une responsabilité collective, d'accompagner comme ça au travail nos collègues dans un nouveau projet de professionnel ou tout simplement reprendre leur place dans le monde professionnel après un traumatisme personnel et ou professionnel. Et donc, voilà, cet outillage, il est vraiment destiné à alimenter de manière plus générale tous les conseils qu'on va pouvoir prodiguer à notre écosystème d'entreprise avec lequel nous sommes en relation sur plein de territoires. Voilà. Et je remercie aussi mes collègues qui ont participé à ces différents webinaires des différents métiers de l'action sociale, notamment pour les relais qu'ils pourront faire sur tout ce qui a été partagé ici. Voilà, à très bientôt dans d'autres aventures. Oui, le mot de la fin pour Boutena, mais je pense que ce qui a été dit, c'est partout, c'est pour tous, c'est que finalement, je ne suis pas une carte de visite et que les problématiques, elles nous concernent tous à différents niveaux de notre vie. Il te reste 5 minutes. 5 minutes, c'est donner 5 minutes à quelqu'un. C'est énorme. Oui, écoutez, posez des questions, soyez curieux. Et puis, comme ça, l'attention se propage. La résilience professionnelle, c'est du lien, c'est de la générosité. C'est pour ça que ma première référence pour ce livre a été Claude Weil avec la vulnérabilité au travail. Mais la primordiale a été Simone Weil, que je vous invite à lire. L'attention est une grâce. Voilà. Merci beaucoup, Boutena. Merci à chacun d'entre vous. Vous avez aimé, parlez-en, contribuez. C'est vivant, cette matière. Elle sera toujours vivante puisque à chaque instant, on remet nos sujets en jeu. Donc, merci encore. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.